Allez-y. Donc nos travaux ont porté sur les solutions à apporter au conflit sous l'angle économique, mais bien sûr la dimension politique nous a bien sûr constamment animé les travaux du groupe. Donc dès le départ, nous sommes pour une solution de deux États. Naturellement, se posera le problème de Jérusalem, le problème du retour des réfugiés, mais nous proposons des solutions à peu près raisonnables par les deux parties. Le dernier document que nous avons sorti concerne le protocole de Paris. Le protocole de Paris a été signé en 1994, il définit les relations économiques entre Israël et la Palestine. Ce protocole n'a finalement pas très bien fonctionné, et donc nous proposons d'abord une évaluation de ce protocole depuis 20 ans et enfin des recommandations. Est-ce que vous ne pensez pas que votre position, quand je dis votre position, c'est à l'ensemble du groupe, qui est une position d'expert, une position d'économiste, et des problèmes, des obstacles avec le discours politique et des intérêts politiques et politiciens qui sont en jeu dans cette région du monde. Est-ce qu'on vous écoute vraiment ? Écoutez, nous avons été reçus par les responsables. À nos réunions, surtout lorsque nous avons sorti beaucoup de documents sur les réfugiés en particulier, beaucoup d'experts appartenant à la sphère entre guillemets politique, de décideurs des deux côtés, sont venus assister à nos travaux. Nos travaux sont relativement pris au sérieux. Encore faut-il que la dimension politique est avancée. Et nous pensons que l'économie, certes, est seconde par rapport aux politiques, mais n'est pas secondaire. Et on le voit aujourd'hui. Alors, je vais vous donner deux exemples qui montrent que la dimension économique est inévitable. Le premier exemple concerne les taxes que Israël recueille au titre des accords avec les Palestiniens, taxes produits à l'importation qui, en principe, ces taxes doivent être reversées aux Palestiniens. Ce sont des sommes importantes qui représentent une part importante de leur budget. Il arrive qu'à certaines occasions, les Israéliens décident de bloquer le reversement. Par exemple, quand ils ont appris qu'il y avait une entente et une signature avec le Hamas, le Fatah et le Hamas. Donc Israël décide, mais ce n'est pas la première fois, de bloquer ces sommes. Or, très vite, on s'aperçoit que cette menace n'est pas suivie des faits. Quelques jours après, on apprend, mais cette fois dans un entrefilet, qu'en fait Israël a reversé les sommes. La raison est très simple. Une grande partie de ces sommes sert à payer les salaires des fonctionnaires palestiniens. Et parmi ces fonctionnaires, il y a ceux qui travaillent dans la sécurité palestinienne, qui travaillent conjointement, de manière très étroite, avec la sécurité israélienne. Donc, ce sont les experts de la sécurité israélienne qui ont alerté le gouvernement israélien, leur disant qu'il faut absolument payer les salaires, car les gens avec qui nous travaillons du côté palestinien refusent aujourd'hui de travailler. Or, nous en avons, nous, besoin. Donc en fait, ce blocage des salaires s'est retourné contre les intérêts d'Israël. C'est la raison pour laquelle très vite, les Israéliens ont continué à alimenter et à rembourser ces taxes. Le deuxième exemple, qui est alors celui-là très récent. Il y a une colonie israélienne, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem, Ofra, qui jusqu'à présent jetait les résidus des eaux usées dans la nature. Les villages palestiniens alentours faisaient de même. Il y a quelques années, les villages palestiniens avaient obtenu une subvention des Allemands pour construire une unité de traitement des eaux usées. Les Israéliens n'ont pas donné l'autorisation. Et donc les choses ont continué. Et dernièrement, les Israéliens ont décidé de créer, d'organiser, de construire une unité de traitement des eaux usées qui sortent de Ofra, de la colonie israélienne. Et les Palestiniens ont porté plainte. Ont porté plainte auprès de qui? Auprès des tribunaux israéliens. Et qui leur ont donné raison. Pour une raison très simple. C'est que les eaux usées polluent la nappe phréatique qui touche donc aussi bien Israéliens que Palestiniens. La pollution ne connaît pas les frontières. La pollution ne connaît pas les nationalités. La pollution touche tout le monde.
Donc l'intérêt des Israéliens et des Palestiniens est de forcément coopérer. Et les tribunaux israéliens ont décidé que l'unité de traitement israélienne devra aussi traiter les eaux usées des villages palestiniens alentours. Alors, le groupe d'Aix fonctionne depuis quelques années. Est-ce que vous lui voyez un avenir concret? Un avenir au groupe d'Aix? Oui. Bon, le groupe d'Aix continue à travailler. Nous venons de sortir ce document sur le protocole de Paris. Nous sommes en train de travailler sur d'autres documents, sur le coût économique de l'occupation. Nous avons des réunions permanentes. Donc le groupe continue. Par exemple, la semaine prochaine, le gouvernement allemand nous a conviés à venir, les responsables du groupe, à Berlin. Et donc je pars à Berlin lundi, pour présenter un peu nos travaux, aussi bien aux médias allemands qu'au Parlement et au gouvernement. Donc nos travaux sont relativement pris au sérieux. Alors, vous parlez de médias. À part quelques initiés et à part les médias extrêmement techniques et spécialisés, on connaît peu vos travaux. C'est vrai. Dès le début, nous n'avons pas cherché la grande diffusion. C'est vrai. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on peut considérer ça comme une insuffisance. C'est la raison pour laquelle j'accepte de donner des conférences ou de participer à des réunions de travail avec les médias sur ces questions. Alors précisément, vous donnez une conférence à Marseille le 12 mai sur le thème je ne me souviens plus du thème exact. Le thème qui a été choisi, c'est est-ce que la solution de deux États est encore possible?